va partir d'une citation de Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. » Action. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. La cymatique est l'étude des sons visibles, et le son est une perception auditive générée par une vibration. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait une origine. Ça va être un choc, ça va être une variation de pression, ça va être un frottement, une stimulation électrique, un chant, un cri, un souffle, que sais-je, il faut une source. Pour percevoir un son, il faut 3 choses. La première, c'est donc la source. On va choisir le chant pour l'exemple. La deuxième, c'est le milieu. Si on imagine une chanteuse, eh bien ça va être le théâtre. La troisième, c'est un objet de perception. Dans le cas du théâtre, ça va peut-être être l'oreille du spectateur ou ses yeux. Oui, parce qu'on peut aussi voir le son. Et c'est là tout l'intérêt de l'effet de cymatique. Car on observe le son avec les yeux. Avec les yeux? Oui, avec les yeux. Et aujourd'hui, on va définir rapidement un terme scientifique et spirituel. Oui, parce qu'on va commencer par parler de choses extrêmement pragmatiques et tu vas voir que petit à petit, ça va nous amener sur des terrains ésotériques, sur des terrains philosophiques, sur des terrains spirituels. Alors c'est parti, accroche-toi bien à ton fauteuil parce qu'on va parler de la cymatique. Tu vas voir à quel point le son peut créer des formes géométriques fabuleuses et totalement hypnotiques. Donc je t'invite à vraiment regarder cette vidéo en entier parce que tu vas voir des images absolument sublimes. Alors je vais vous donner une suite d'idées pour comprendre la nature sous cet angle. Par exemple, que la matière et les ondes, qu'elles soient vibratoires ou électromagnétiques, sont liées. La matière et le vivant est en fait électromagnétique. Les ondes peuvent structurer et influencer la matière. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'une onde. 1. Vibratoire, 2. Électromagnétique. Une onde vibratoire, c'est en fait, par exemple, comme le son, une perturbation mécanique qui se propage dans un milieu matériel. L'onde sonore a besoin de se propager dans un milieu matériel, par exemple dans notre atmosphère. Ça va être une compression et une dilatation qui se fera dans notre atmosphère pour que l'onde sonore se propage. Ensuite, on a les ondes électromagnétiques. Là, c'est encore autre chose. Donc, elles, on peut les trouver dans le vide. On peut les trouver au niveau du macrocosme comme du microcosme. Par exemple, si je zoome dans mon cerveau, je verrai des ondes électromagnétiques. Et si je regarde au niveau du macrocosme, donc dans notre système solaire ou encore dans la galaxie, je retrouverai des ondes électromagnétiques. Par exemple, le Soleil, on sait très bien qu'il nous bombarde de ces ondes. Alors là, dans ce cas-là, on verra des ondes avec un champ électrique et un champ magnétique. On parlera aussi de célérité, de longueur d'onde ou encore de fréquence. Et il faut savoir qu'au niveau des ondes électromagnétiques, on a un spectre très large d'ondes qui peuvent aller par exemple des ondes radio, des micro-ondes, des rayons gamma ou encore des rayons X. Et nous, on voit un tout petit panel de toutes les ondes électromagnétiques qui existent. On ne voit pas grand-chose, on voit une toute petite gamme. Ça, c'est la lumière visible. Alors qu'il y a énormément d'ondes électromagnétiques qui nous entourent que l'on ne voit pas. Pourtant, elles sont là. Hein. Alors, ça me fait penser à une petite citation là de Eliphas Lévy qui disait « Il n'y a pas un monde visible et un autre invisible. Ce qu'il y a, ce sont différents niveaux de perfection des organes de perception. » Alors il y a certaines ondes qui nous entourent que nous on ne peut pas voir, mais par exemple certains animaux peuvent les voir. Ou encore, on développe des appareils maintenant qui sont capables de détecter, de voir ces ondes-là. Dans l'ère moderne, tout a commencé avec un certain Ernest Chladni, mathématicien allemand et passionné par le violon. Il a eu l'idée de prendre une plaque en métal et de disposer du sable à la surface de cette plaque. Ensuite, il a pris son archet de violon et il a frotté l'extrémité de la plaque et s'est rendu compte avec stupéfaction que le sable s'est organisé de façon complètement structurée sous la forme de géométrie
géométrie complexe. Dans les années 1960, c'est le physicien Hans Jenny qui sera le premier à révéler ce phénomène oublié. Il va accentuer les recherches et multiplier les supports. Plus d'un siècle après les premières découvertes, Hans Jenny va livrer une observation sur la nature du son qui est sans précédent. Il va alors créer une nouvelle science, la cymatique. Du grec vague, cymatique étudie le lien d'interaction qu'il existe entre le son et la matière. Dans l'eau, un son grave produit un cercle entouré d'anneaux. Un son aigu accroît le nombre d'anneaux concentriques. Soumise au rythme des oscillations, la variété des formes générées semble sans limite. Hans Jenny parlera d'un modèle dynamique mais ordonné. L'ingénieur acousticien Christian Hugonnet décrit un enchaînement simple. L'action entraîne la vibration dans l'air qui va déplacer des molécules, se choquant les unes aux autres comme pour se transmettre un message. Dans l'expérience avec le sable, les grains s'agglutinent là où la fréquence est haute. On observe que c'est un flux d'énergie vibrante qui vient créer les formes, et certaines de ces formes se retrouvent dans la nature. Le photographe Alexander Lauterwasser dit « J'ai constaté qu'une plaque elliptique soumise à des vibrations sonores vient créer les patterns et les formes que l'on peut retrouver sur la carapace d'une tortue. Ce constat est éloquent parce qu'il nous invite à imaginer que les formes de notre monde sont générées par des phénomènes vibratoires. » Et c'est là que l'on commence à rentrer dans un domaine un petit peu plus ésotérique, voire spirituel, puisque de nombreuses traditions depuis bien longtemps parlent du lien important qu'il y aurait entre des phénomènes vibratoires et la création de notre monde matériel. Dans la culture bouddhiste et hindoue, on parle du son originel Om qui aurait créé l'ensemble des univers. Chez les Celtes, on parle des 3 cris qui firent éclater l'œuf du monde. On peut facilement créer un lien entre les visuels des mandalas que l'on retrouve dans toute la culture asiatique et ces visions extraordinaires de patterns générés par l'influence du son sur la matière. Et c'est là que l'on observe un lien intéressant entre l'information, quelque chose qui existe, qui est déjà présente dans la nature, qui a la capacité extraordinaire du son à venir générer des formes complexes, géométriques, spécifiques, comme si le son écrivait un message, comme si Dieu nous transmettait une information en direct. On peut voir que les ondes, cette fois-ci vibratoires, peuvent influencer la matière. Comme par exemple avec cette expérience, où on a mis 4 speakers qui envoient des ondes vibratoires, et au milieu, on va y mettre de la matière et elle va rentrer en lévitation. On va même voir apparaître une forme géométrique. On verra un phénomène intéressant aussi avec des métronomes où plusieurs métronomes sont déclenchés aléatoirement et en fait, petit à petit, les ondes vibratoires émises par ces métronomes vont faire que petit à petit, tous les métronomes vont se synchroniser, vont s'harmoniser pour fonctionner tous d'un même tenant. Aussi, on a les fameuses expériences de Schladming où cette fois-ci encore des ondes vibratoires sont émises et on envoie ces ondes sur une plaque et on dispose sur cette plaque du sable ou du sel et on va voir des formes géométriques apparaître. Et ce qui est marrant, c'est que plus la fréquence sera élevée et plus la forme géométrique sera complexe.
Et on retrouve des formes géométriques que l'on voit dans la nature. Ceci nous renvoie donc par la suite à la géométrie dans la nature, tout ce qui touche au nombre d'or ou encore la suite de Fibonacci, et on peut comprendre que dans la nature il y a des mathématiques et il y a des suites logiques de nombres et une structure, on pourrait dire une structure universelle. Ce que nous renvoie cette fameuse suite de Fibonacci et le nombre d'or. Alors on peut le voir dans de nombreuses photos, dans des fleurs, dans la pomme de pin, dans un grand nombre de formes dans la nature, dans des coquillages, dans les cristaux, dans la forme des oreilles. Je vais vous mettre plusieurs photos ici. On a une vidéo où Ernst Zürcher en parle très bien. On est sous un pin sylvestre, le sol est jonché de cônes, de pommes de pin. Et en fait, on a le secret du monde dans chacune de ces pommes de pin. Ces cônes ne sont pas du tout au hasard dans leur structure d'agencement, d'aménagement des écailles. Vous avez, vu de dessous, une série de spirales orientées vers la gauche et une série de spirales orientées vers la droite. Et si on compte exactement le nombre de spirales dans un sens ou dans l'autre, on va toujours tomber sur les mêmes chiffres. Ce sera 13 dans un sens et 8 dans l'autre, par exemple. Et ces chiffres appartiennent à une série célèbre des mathématiques, c'est la série de Fibonacci. Et elle permet de construire ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est le rapport entre 8 et 5, déjà entre 5 et 3, 8 et 5, 13 et 8, est de plus en plus précis, proche de ce nombre d'or qui donne des proportions harmonieuses entre les objets et une disposition idéale sur un cône de cette forme-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures spiralées se retrouvent un peu partout dans le système vivant. Vous avez aussi des spirales dans la structure du cœur, dans les flux sanguins par exemple. On installe un stent actuellement aussi en forme spiralée pour améliorer le flux sanguin par rapport à un simple canal. Et puis vous avez la spirale sur le sommet du crâne des cheveux. Les os aussi sont structurés en spirale. Et finalement, chaque galaxie a une structure spiralée. Et on se rend compte que tout le système vivant est basé sur cette célèbre spirale. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol.
On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Quand on demande aux gens d'expliquer ce qu'est le son, beaucoup le comparent à des ondulations à la surface d'un étang. C'est en fait une succession d'ondes de compression qui se propagent depuis une source. On peut représenter un son de façon graphique, mesurer sa hauteur et aussi son intensité. Mais rendre le son réellement visible est plus complexe. Le son interagit avec la matière de façon très surprenante. Et les découvertes récentes n'ont fait qu'épaissir un peu plus ce mystère. La cymatique est la science qui rend le son visible. Il suffit pour ça d'une plaque de métal qu'on saupoudre de sable. Le sable est réparti de façon anarchique. On ne reconnaît pas le moindre motif. Ensuite, avec un archet de violon, je vais jouer sur le bord de la plaque. Vous voyez apparaître un magnifique dessin d'étoiles. Ce motif, c'est le son rendu visible. C'est fabuleux. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand on fait vibrer la plaque avec un piano électronique. Génial, non? Installé à Keswick, en Angleterre, John Stuart Reid est le co-inventeur d'un nouvel instrument baptisé le cimascope. Celui-ci convertit le son en images géométriques tridimensionnelles dans de l'eau. En compressant les molécules d'eau sous la surface, le son crée une sorte d'effet de lentille qui permet à la lumière de rebondir sur ces particules. On voit bien le motif qui se forme au centre. Maintenant, regardez ce qui se passe quand je plonge le doigt dans l'eau. Je brouille le motif en question. Il disparaît complètement. Mais quand je retire mon doigt, au bout de quelques secondes, la surface de l'eau se stabilise et le motif commence à réapparaître. C'est fascinant, n'est-ce pas?
Ce qu'on entend là, c'est le chant d'une baleine à bosse. Les formes géométriques qui se dessinent sont d'une beauté captivante. Quand on examine d'autres images générées par le cimascope, on s'aperçoit que beaucoup ressemblent à des formes de vie marine primitives. Le cimascope nous permettra peut-être un jour de savoir s'il s'agit seulement d'une coïncidence extraordinaire ou d'un nouveau chapitre de la biologie évolutive. Imaginez que le son soit votre meilleur outil pour trouver à manger. Votre principale méthode de survie. C'est le cas de ces chauves-souris appelées sérotines des maisons. Les chauves-souris sont des animaux extraordinaires qui font tout sans se servir de leurs yeux. James Simmons est professeur de biologie à Brown University à Providence, dans le Rhode Island. Dans une pièce, il a installé un dédale de chêne en plastique. Avec l'aide de la chercheuse postdoctorale Kelsey Hom, il étudie la faculté des chauves-souris à s'orienter grâce au son. Son but, améliorer l'orientation par écholocation chez l'homme. Dans la nature, les chauves-souris n'ont aucun mal à se diriger entre les branches et les feuilles, tout en chassant des insectes et en volant à plusieurs mètres par seconde. Filmé par une caméra haute vitesse, l'expérience simule le milieu naturel de ces petits mammifères. On a reproduit la végétation en suspendant des chaînes en plastique noir au plafond. Sur le plan acoustique, le résultat est très similaire à un enchevêtrement de branches. Les sons émis par les chauves-souris ne rentrent pas dans la gamme des fréquences audibles par l'oreille humaine. James Simmons utilise donc un détecteur d'ultrasons pour convertir ce signal en une fréquence audible. Il s'intéresse à la façon dont le cerveau de l'animal traite les signaux sonores et effectue des calculs mathématiques complexes extrêmement rapidement. La chauve-souris émet des sons et son cerveau fait des calculs hyper rapides basés sur le temps que met l'écho d'objets éloignés à lui parvenir. Or, ce sonar est capable d'effectuer ces mesures si rapidement que l'animal voit ces objets avant d'émettre le son suivant. Nos ordinateurs numériques ne sont pas assez puissants pour ça. James Simmons a ainsi découvert qu'à partir des échos reçus par leur sonar, les chauves-souris étaient capables de visualiser des images en 3 dimensions. Quand on voit un objet, on distingue sa couleur, sa texture et bien d'autres détails. Mais l'image sonore d'un insecte que la chauve-souris reçoit est réduite à 3 ou 4 parties du corps. Le son émis en direction de l'insecte rebondit sur les parties de son corps et renvoie plusieurs échos. Or, quand elle chasse, la chauve-souris vole selon une trajectoire courbe. Ainsi, à chaque fois qu'elle émet un signal, elle obtient une image sous un angle légèrement différent. De ce fait, elle perçoit les éléments du corps de l'insecte en 3 dimensions. Les chauves-souris voient avec le son. À Brown University, le professeur Simmons nous explique que ces petits mammifères vivent dans un monde très bruyant. Le niveau sonore de leur sonar tourne autour de 120-130 décibels. Quand une cinquantaine d'entre elles volent dans le même espace, elles sont exposées à un bruit très fort. Pourtant, elles ne semblent pas souffrir de la moindre perte d'audition, contrairement à ce qui se passe pour les humains. D'où l'intérêt de découvrir comment elles se protègent. Chez l'homme, il peut arriver que des bruits intenses provoquent des dégâts irréversibles à l'oreille interne. Les cellules ciliées de la cochlée convertissent les ondes sonores en signaux électriques que le cerveau interprète. Les cellules les plus susceptibles d'être détruites par une exposition au bruit sont celles qui font office d'amplificateurs des sons faibles.
Quand on souffre d'une perte d'audition, les cellules ciliées externes de la cochlée sont endommagées. Le son n'est plus amplifié. C'est comme si le bouton qui permet de monter le volume sur une chaîne stéréo était cassé. Mais la perte d'audition liée à une exposition au bruit n'est qu'une partie du problème. Lorsque nous vieillissons, le cerveau traite les informations auditives beaucoup moins rapidement. Il devient plus difficile de comprendre ce que les autres disent. Ce n'est donc pas uniquement une question de volume. Notre appareil auditif est capable de repérer les micro-intervalles dans un discours. Prenons un exemple simple, say et stay. La différence entre les deux est l'intervalle infime qui se produit au moment où le T est prononcé. Voici les résultats d'électroencéphalogramme. À droite, il y a un intervalle de 16 millisecondes sur le T de stay, le temps qu'il faut au cerveau pour traiter le son. Dans le cas d'une perte d'audition liée à l'âge, ces intervalles sont plus difficiles à détecter. Résultat, les T et d'autres consonnes sont brouillées. On distingue bien les voyelles A, E, I, O, U, mais pas les consonnes qui sont avant et après. À l'université de Floride du Sud, à Tampa, des chercheurs effectuent des essais sur un nouveau médicament. Une étude menée d'abord sur des souris a démontré qu'il améliorait la perception du son par la stimulation de canaux nerveux dans le cerveau. Ces petits canaux transportent du potassium. Le fonctionnement des cellules nerveuses repose sur la bonne concentration de cet élément. Le médicament ouvre les canaux potassiques qui participent au traitement des signaux sonores. Avec l'âge, le nombre de ces canaux diminue. Ce médicament renforcera l'efficacité de ceux qui restent. On va procéder à un électroencéphalogramme. Après le succès des essais effectués sur des souris, la FDA, l'administration américaine des aliments et des médicaments, a autorisé les essais cliniques de phase 2 sur l'homme. On pose un casque à électrode sur le patient, puis on va lui faire écouter différents sons afin d'établir ce qui change dans le traitement central des informations auditives. Les scientifiques sélectionnent des candidats pour les essais cliniques. Ils cherchent des patients qui ont du mal à détecter les intervalles de son, à entendre les consonnes et comprendre les mots, en particulier dans un environnement bruyant. Dès que vous entendez un bip aigu, je voudrais que vous appuyiez sur la barre d'espacement, d'accord? Le médicament est censé rendre les mots plus intelligibles, pas plus audibles. Ce serait une grande réussite si on parvenait à améliorer leur capacité à entendre une conversation, surtout quand il y a un fort bruit de fond. Ainsi, une pilule pourrait peut-être bientôt corriger la perte d'audition. L'avenir du son lui-même semble relever de la magie. Des scientifiques ont réussi à faire léviter des objets placés au centre d'un ensemble de 4 haut-parleurs, disposés face à face par paire. Ce dispositif permet de créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires, qui maintiennent ces objets en l'air. Cette découverte pourrait avoir des applications aussi diverses que les graphiques flottants en 3D, la microgravité et la recherche pharmaceutique. Le son a déjà révolutionné la médecine depuis que des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston ont couplé un IRM à un appareil à ultrasons. Toutes les femmes enceintes connaissent au moins une des applications de l'imagerie par ultrasons, l'échographie. Mais cette équipe se sert du son pour brûler des tumeurs. C'est une forme remarquable de chirurgie non invasive. Bien, nous allons entamer la procédure sur votre fibrome utérin. On focalise le faisceau d'ultrasons sur les tissus de la même façon qu'on concentre les rayons du soleil avec une loupe. Les ondes sonores provoquent alors une vibration localisée des molécules tissulaires. À son tour, la vibration entraîne un échauffement qui détruit les cellules de la zone ciblée. La thermométrie est ici un facteur essentiel et l'IRM est le seul appareil d'imagerie qui permette un contrôle aussi précis. Les changements d'intensité du signal sont visibles en temps réel. Cette zone est devenue blanche. Ça m'indique que c'est à cet endroit du fibrome que l'énergie est concentrée.
Dès qu'on dépasse le seuil de 55 degrés, les cellules sont détruites. L'utilisation de faisceaux d'ultrasons contrôlés par IRM peut également soulager la douleur dans les cas de cancer des os. Et les chercheurs effectuent actuellement des essais cliniques, entre autres sur les cancers de la prostate et du sein. L'essai clinique le plus prometteur pour l'instant est celui mené pour arrêter les tremblements incontrôlés. C'est-à-dire quand les patients tremblent comme ceci. De fait, ils sont incapables d'écrire ou de manger seuls. En ciblant la zone concernée du cerveau, cette technique stoppe immédiatement les tremblements. On peut donc approcher de la tête du patient un transducteur, grâce auquel les ultrasons pénètrent dans le cerveau de manière non invasive. Cela va permettre des applications passionnantes. À Brisbane, en Australie, on teste une autre forme d'ultrason dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer. Jürgen Goetz et Gerhard Leinenga ont conçu une expérience sur des souris nées avec une mutation génétique qui entraîne une production de plaques séniles, caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Les souris étant des animaux naturellement curieux, les souris normales explorent les 3 branches de ce labyrinthe en Y. En revanche, celles atteintes de la maladie d'Alzheimer ne se rappellent pas par quels endroits elles sont déjà passées et ont tendance à explorer inlassablement la même zone. Des pulsations ultrasonores ouvrent délicatement une brèche dans la barrière qui protège le cerveau contre les infections. Cela permet à une protéine du sang de stimuler les cellules du système immunitaire qui vont alors éliminer les dépôts de plaques séniles. Comme on envoie des ultrasons sous forme de pulsations, les tissus ne sont pas chauffés. Quand on les remet dans le labyrinthe en Y, les souris qui ont été traitées l'explorent entièrement, comme les souris saines. On a constaté qu'il y avait eu une restauration de la fonction mémorielle et qu'on retrouve le même niveau que chez les souris qui ne souffrent pas de la maladie d'Alzheimer. J'ai donc bon espoir qu'on puisse bientôt utiliser cette thérapie pour l'homme. Des sons que nous ne pouvons pas percevoir peuvent donc guérir certains symptômes. Quant aux sons que nous pouvons entendre, ils ont structuré notre histoire. Ils peuvent introduire un élément d'harmonie dans notre architecture, nous aider à nous orienter dans le monde et dessiner des motifs géométriques fascinants qui recèlent peut-être la clé de nombreux mystères. La magie du son, c'est tout cela. L'information, quelque chose qui existe, qui est déjà présente dans la nature, qui a la capacité extraordinaire du son à venir générer des formes complexes, géométriques, spécifiques, comme si le son écrivait un message, comme si Dieu nous transmettait une information en direct. Je finirai en te disant que du vide jaillit la forme et un joli jeu de dualité que l'on observe facilement.